Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge, nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Florence, j'étais infirmière pendant 15 ans et je suis responsable de l'innovation pour les soignants chez Mapato. Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et responsable de l'innovation pour les patients chez Mapato. On vous emmène avec nous à la découverte de ces témoignages qui, on l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Avant de commencer un nouvel épisode, nous souhaitions vous remercier des commentaires que vous nous aviez laissés sur la plateforme Apple Podcast. Je cite notamment celui de Christophe qui nous dit « Un podcast qui éclaire sur les maladies chroniques pour les patients, mais qui aide aussi beaucoup les aidants à comprendre ce que les malades vivent. Bravo et merci ». Donc encore merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à nous laisser des commentaires. Aujourd'hui, c'est Florence donc derrière le micro. J'accueille Philippe Schwartz qui est médecin sexologue. On va parler de la vie affective et de la vie sexuelle avec l'endométriose. Il va nous expliquer les mécanismes qui entrent en jeu dans la douleur et dans le plaisir. Il va nous donner des conseils pour avoir une vie affective et sexuelle plus épanouie, tant pour la femme qui est atteinte d'endométriose que pour son ou sa partenaire, et du rôle du sexologue dans l'accompagnement des femmes et des couples. Je vous souhaite une belle écoute. À bientôt. Bonjour, Dr Schwartz. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast Chronique de Mapato. On va pouvoir commencer l'interview. Je voulais savoir si c'était possible que vous vous présentiez, nous raconter un petit peu votre parcours professionnel pour qu'on comprenne un petit peu le cheminement qui arrive du coup à votre activité et puis justement nous expliquer un petit peu votre spécialité. Bonjour, merci. Écoutez, moi je suis sexologue et je me suis en fait d'abord intéressé à tous les problèmes liés à la sexualité et au bien-être sexuel des gens, mais aussi à toutes les pathologies médicales qui avaient un retentissement sur la sexualité et auxquelles on ne pense pas souvent, comme les rhumatismes inflammatoires, les douleurs chroniques, qui ont un impact sur le fait que ça peut déclencher des douleurs en ayant des rapports sexuels, ce que j'ai toujours trouvé un peu anachronique, enfin antinomique. Et donc, j'en suis venu, par les consultations avec les femmes, à aborder le problème de l'endométriose depuis pas mal de temps. Et son retentissement sur la vie sexuelle, mais aussi sur la vie affective et relationnelle des couples. D'accord. Et justement, pour parler plus précisément de l'endométriose, en consultation, quelles sont les problématiques du coup qui sont exprimées par les patientes que vous voyez en consultation ? La première plainte, c'est souvent les douleurs pendant les rapports sexuels. D'accord. Et puis après les rapports sexuels. Ça concerne à peu près la moitié des patientes. Ensuite, il y a les douleurs pelviennes chroniques qui impactent fortement la qualité de vie, avec un retentissement sur le désir sexuel. C'est-à-dire que là, on est avant le rapport sexuel et on est sur un impact de la sensation douloureuse, de la douleur et de la peur de la douleur qui va impacter les rencontres amoureuses, toute la partie séduction, les préliminaires de la vie des femmes, avec vraiment un retentissement important à la fois sur la femme elle-même, avec souvent des syndromes dépressifs, des anxiétés importantes par rapport aux relations affectives, aux relations sexuelles, et puis un impact sur les difficultés relationnelles au sein du couple, avec pour la personne, pour la femme concernée,
on a une baisse du plaisir, une baisse des sensations orgasmiques, une grosse anxiété par rapport au rapport sexuel, par rapport à la sexualité en général, par rapport à l'attente de son ou de sa partenaire aussi. Et tout ça retentit avec une baisse du désir, une baisse de l'excitation, c'est-à-dire une baisse, quand on parle de baisse de l'excitation, pour la distinguer un peu du désir en lui-même, ça a aussi des connotations très physiques, qui sont une baisse de la lubrification vaginale, en sachant que les défauts de lubrification vaginale vont aussi entraîner une douleur lors des rapports et donc augmenter l'anxiété d'échec du rapport ou d'insatisfaction personnelle ou d'insatisfaction de son partenaire ou de sa partenaire. Ça, c'est un problème important parce que ça amène à une culpabilité. Et donc, cette culpabilité, elle participe aussi de l'insatisfaction sexuelle qui finit du couple. Et puis, avec le temps, avec la répétition des insatisfactions, à la création de conflits dans le couple, d'anxiété, qui va concerner après les deux partenaires. Je crois que ce qui est important, c'est de considérer que pour la femme atteinte d'endométriose, ces difficultés sexuelles peuvent aboutir, et de couple, peuvent aboutir à une véritable détresse personnelle. Ça, c'est important. Et pour le couple, ça peut aboutir à des véritables problèmes de couple et des anxiétés de couple et des anxiétés sur la vie amoureuse. Parce qu'une anxiété de couple, c'est l'avenir, le devenir. Et le couple, ce n'est pas que le sexe, c'est l'engagement, c'est la confiance, c'est envisager l'avenir. Et là-dessus peuvent encore se greffer les problèmes pour environ 40% des femmes, des problèmes de difficulté à concevoir. D'accord, donc on voit qu'il y a quand même un spectre large des répercussions du coup sur la vie sexuelle et affective, qui peut du coup avoir des conséquences sur même la peur du coup de la relation. Donc j'imagine même la peur d'être en couple, et quand on est en couple, avoir une cascade comme ça de problématiques qui peuvent se cumuler. D'accord. Et donc là, vous parliez de douleur du coup pendant les rapports sexuels. À quel moment on doit s'inquiéter justement de douleurs comme ça pendant les rapports? Là, je pense qu'il faut être très clair et il faut avoir une réponse qui est très claire et très rapide le plus tôt possible. Et je veux dire par là que les douleurs pendant les rapports sexuels, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir mal pendant la sexualité. Ça va pas avec. Quelque part, je dirais que c'est aberrant d'avoir mal pendant les rapports sexuels. Et donc, je pense qu'il faut vraiment s'inquiéter tôt pour éviter un cercle vicieux qui est à la fois le cercle vicieux de la peur de la douleur chez la femme concernée et puis son retentissement sur ses relations amoureuses et affectives. Parce qu'on ne peut pas commencer une vie affective ou envisager un état amoureux avec un partenaire ou une partenaire en ayant peur de la sexualité, des câlins, d'avoir à parler de sa maladie et en ayant peur d'avoir mal soi-même, en ayant peur de l'insatisfaction de son partenaire, en ayant peur qu'il ou elle s'en aille et de rater sa vie amoureuse. Et donc, c'est un cercle vicieux qui est personnel sur le plan de la douleur, hein, avec le retentissement de la douleur, l'anxiété, et puis la douleur en elle-même. Ça fait mal, il faut dire les choses. Et les angoisses sur sa vie affective future, sans même parler du désir d'enfant. Je veux dire que c'est vraiment un problème qui est... Donc, je dirais que chez une jeune fille, même chez une jeune fille, chez une adolescente qui a, par exemple, des dysménorrhées, des douleurs menstruelles très importantes, des douleurs pelviennes, il faut s'inquiéter et il faudra rechercher. Alors, après, il y a
des imageries qui sont plus ou moins performantes suivant les âges, mais dans les réseaux endométriose, dans les gens qui traitent de l'endométriose, il y a aussi des radiologues, notamment je parle de l'IRM pour faire le diagnostic, qui sont spécialisés dans l'IRM, dans l'endométriose et ils connaissent très bien ça. Et je pense qu'il faut vraiment, si on pouvait dépister l'endométriose très tôt, le plus tôt possible, et éviter tout ce cercle vicieux qui va impacter quand même la vie, parce que je vais terminer juste sur cette question là-dessus, parce que ça me semble important, c'est que quand on commence sa vie sexuelle, sa vie affective, avec une invitée qui s'appelle la douleur ou la peur de la douleur, ça va colorer toutes ces relations affectives et toutes ces initiations de relations avec ce nuage un peu comme ça, et on ne sera pas libre, on ne sera pas libre de découvrir la sexualité au début. C'est tout un monde à découvrir, c'est un apprentissage à faire, et on ne peut pas le faire si on est terrorisé par la douleur ou par le départ de la personne dont on est amoureuse. Ouais, ce serait beaucoup plus difficile de se détacher du coup d'un contexte un peu négatif de début de C'est relation, ça, de voilà. début de vie sexuelle et affective, de se détacher de tout ça et du coup de débrouiller après tous les blocages. De se Voilà, c'est libérer intéressant. après de l'emprise de la douleur elle-même ou de Ouais. l'emprise de la peur de la Oui, douleur. oui. C'est quelque chose Mm. de... Mm. C'est vrai que ça C'est rejoint ce que disait Camille Tallet dans le premier épisode, qui est une sage-femme, qui disait que vraiment l'enjeu, c'était le dépistage, quoi, le dépistage tôt le et de... dépistage Voilà. est important. Faut y être attentif. Il faut vraiment être à l'écoute des plaintes. Mm. Je pense même que, à mon avis, c'est même une information à faire passer aux mamans d'adolescentes, Ouais. que s'il y a des plaintes de leur fille concernant les premières règles, alors le début de la vie sexuelle, après ça dépend des relations entre les parents, ça, mais je trouve que euh, les mamans sont quand même un premier réseau de vigilance, Ouais. outre les gynécos Mm. ou les sages-femmes. Je dis les sages-femmes parce que vous savez que maintenant, il y a beaucoup de jeunes filles qui se font suivre par des Oui. sages-femmes et pas Mm. par des gynécos. Donc, on n'est pas obligé d'être enceinte pour aller consulter une sage-femme, ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal. Et donc, c'est extrêmement, je crois que c'est important. Le début de la sexualité, ça doit être quelque chose de beau et ça ne doit pas être quelque chose avec des nuages, et franchement, pour moi, commencer une vie sexuelle avec des douleurs ou la peur des douleurs, ça s'apparente tout à fait à un traumatisme. Voilà. D'accord. On part avec un traumatisme comme des traumatismes qu'on pourrait avoir dans l'enfance ou par rapport à ça. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, on parle de dyspareunie. Est-ce que vous pouvez, enfin, on entend beaucoup parler de ce terme. Est-ce que vous pouvez un peu nous l'expliquer, ce mot dyspareunie? Alors on appelle dyspareunie toute douleur génitale ou pelvienne, c'est-à-dire dans le bas-ventre, qui survient lors de la sexualité ou qui est déclenchée par les rapports sexuels. D'accord. Alors, on distingue deux grands types de dyspareunie. Il y a les dyspareunies qu'on appelle orificielles, parce qu'elles sont en fait, euh, elles se situent à l'orifice du vagin, donc dans la région de la vulve et du début du vagin, qui peuvent être dues à des vulvodynies, qui sont des douleurs de la vulve, qui peuvent être dues à l'endométriose, ou souvent, par exemple, au vaginisme, hein, qui est une maladie dont on parle aussi beaucoup. Et puis, il y a les dyspareunies profondes, qui sont des douleurs profondes, par définition, qui surviennent vraiment plus profondément dans la région pelvienne, et qui peuvent diffuser jusque dans les reins, jusque dans tout le pelvis. D'accord. Et
pour justement les douleurs pendant les rapports, donc on parle de pénétration, mais est-ce qu'il y a d'autres alternatives dans ce cas-là pour avoir du plaisir sans douleur? Alors, pour avoir du plaisir sans douleur, euh, je pense qu'il faut considérer la sexualité déjà dans un sens large. La sexualité, c'est pas seulement la pénétration, c'est aussi la sensualité, c'est aussi ce qu'on peut appeler le slow sex, mais qui concerne aussi les caresses, qui concerne les préliminaires, qui concerne les rapports orogénitaux, qui concerne, quand je dis caresse, j'inclus la masturbation de son partenaire, hein, c'est une caresse. Et je pense que ensuite, pour avoir du plaisir sans douleur, c'est évidemment en fonction de l'intensité de l'endométriose et aussi de l'intensité de la perception douloureuse. Vous savez, la douleur, il y a la cause qui est l'endométriose, et puis il y a la façon dont les gens perçoivent la perception sensorielle, le message douloureux qui peut être perçu de façon plus ou moins intense par la médiation de cet organe fantastique qui est le cerveau. Et pour en revenir aux caresses et aux préliminaires et à tout ce qui est la sexualité, de l'ordre de la sensualité, de l'érogénicité, en fait, on peut imaginer que si les sensations de plaisir, il y a plus de sensations de plaisir que de sensations de douleur, de sensations de désagréable ou de gêne, il y aura une résultante qui sera plus une sensation agréable. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Et donc, j'insiste là-dessus, sur les préliminaires, sur la sensualité qui va mettre une tonalité de plaisir agréable, en sachant, et ça peut-être qu'on y reviendra, mais tout ce qui est câlin, tout ce qui est caresse, tout ce qui est chaleur affective, chaleur amoureuse. Ça a une traduction biologique dans le corps. Les caresses sécrètent des endorphines qui ont un rôle, qui sont assimilés à des substances opioïdes qu'on sécrète naturellement et qui ont un rôle antalgique. On a le fait de l'attachement à son partenaire, on a une sécrétion d'ocytocine qui à son tour va favoriser l'attachement, mais le fait d'être auprès de son partenaire, de faire des câlins, va augmenter la sécrétion d'ocytocine. Cette ocytocine a aussi une action antalgique. Donc, si on est dans une ambiance générale avec une sécrétion, avec des sensations de plaisir et des sécrétions d'endorphine et d'ocytocine, on va réduire la perception douloureuse. Après, ça dépend évidemment de l'intensité de la douleur, hein, et de l'intensité et des localisations de l'endométriose. Mais on va positiver le bilan sensoriel vers des choses positives. Et puis, pour finir sur cette question, c'est à chaque couple et ça c'est quelque chose de très individuel, à la fois à la femme, mais à la fois au couple, de déterminer quelles positions sont les moins douloureuses pour la femme, quels types de rapports sont les moins douloureux pour elle. Hein. Suivant la localisation des lésions d'endométriose, il peut y avoir des positions qui vont être plus douloureuses, des pénétrations plus ou moins profondes qui vont être plus ou moins douloureuses. Et ça, c'est important que chaque couple soit à l'aise pour communiquer, pour parler. La femme doit pouvoir dire ce qu'elle aime pas. Ce qui est le cas normal de toute sexualité, enfin entre partenaires, normalement. Mais là, c'est encore plus amplifié par le fait que il doit y avoir des positions, des formes de câlins, des préliminaires plus longs, des câlins après le rapport sexuel plus longs, plus prononcés. Et ça, c'est
quelque chose qui se partage dans un couple. Voilà, le plaisir se partage. Même, je vais faire un parallèle avec le plaisir, mais le plaisir, c'est toujours individuel. On ressent pas le plaisir de l'autre. On ressent le plaisir de l'autre amplifie son propre plaisir. On est content du plaisir de l'autre, mais on ne ressent pas le plaisir de l'autre. La douleur, je pense que c'est pareil. On ne peut pas ressentir la douleur de l'autre, mais on peut partager le fait qu'il ressente de la douleur, tout comme le fait qu'il ressente du plaisir, et vouloir lui éviter cette douleur, parce que quand on aime l'autre, la douleur de l'autre, surtout lorsqu'elle est générée par les rapports sexuels, nous crée une douleur et une insatisfaction à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Donc, je pense que là, si on veut résumer ça, c'est les préliminaires, les caresses, les câlins, positiver le bilan sensoriel avec des choses qui amènent du plaisir, des endorphines et de l'ocytocine, et puis adopter des positions et une sexualité qui soit la plus satisfaisante pour les deux. D'accord. C'est intéressant parce que là où vous parliez de peur de la douleur au début de l'épisode, on se rend compte que finalement, peur de la douleur par sa vie affective et sexuelle, on se rend compte là dans vos explications que ça peut être au contraire en fait source de baisse de la douleur, source antalgique avec la sécrétion en fait hormonale des câlins, des caresses. C'est vrai que on le ressent de toute façon, ça, du coup, que effectivement, ça apporte du bonheur, du plaisir et du bien-être de toute façon. Rien que les câlins et la vie affective de la vie en général, même familiale, amicale, c'est vrai qu'on sent ça. Donc, effectivement, c'est intéressant de se dire, de transformer ça en positif et se dire, finalement, ça peut aussi, de ne pas exclure tout ça parce que ça peut apporter du bien-être. Et donc, comme vous dites, inverser le bilan sensoriel. Donc, c'est comme une balance, en fait. C'est ça, il y a la douleur, il y a le plaisir. Et si le plaisir augmente, dans le cerveau, l'empreinte sera rester positive. Et j'imagine qu'il y a une mémoire sensorielle qui se fait. Il y a une mémoire sensorielle. Et on va contourner la peur de la douleur parce que la peur de la douleur, on a peur d'avoir mal. Mais si on a du plaisir et si on ressent du plaisir, cette peur de la douleur, elle va diminuer. Et si on a discuté avec son ou sa partenaire par rapport à ces positions qui sont plus douloureuses que d'autres, on va être moins effrayé d'avoir mal lors du rapport puisqu'on sait que son ou sa partenaire va être beaucoup plus, elle va être attentif à ne pas déclencher la douleur. Et donc, en fait, toute cette ambiance-là, qui est aussi, j'insiste, parce que on a un corps qui est quand même biologiquement extrêmement bien fait, puisque le plaisir amène aussi des médiateurs qui vont être antalgiques, ce qu'on met aussi à profit dans d'autres pathologies chroniques. Je parle souvent de pathologies rhumatologiques, mais ça permet aussi d'avoir un aspect antalgique de la sexualité. Et je trouve que c'est un moyen naturel, c'est un moyen affectif, j'allais dire chaleureux, mais amoureux, et de renouer aussi avec une vie de couple et une vie sexuelle qui peut être harmonieuse. En fait, on va contourner la douleur. Et si la douleur survient lors du rapport ou après le rapport, on utilisera la même stratégie. Donc aussi beaucoup de communication dans le couple, de fait d'en parler déjà, ça désamorce déjà beaucoup de choses et ça joue sur la peur d'avoir mal, en sachant que les choses ont été posées, les mots ont été dits, les besoins exprimés, les difficultés aussi. Oui, avec la petite chose que en amour, dire je t'aime, c'est bien, mais ça n'a pas de valeur s'il n'y a pas d'acte. Oui. C'est facile de dire je t'aime. Oui. S'il n'y a pas d'acte qui montre qu'on aime, ça veut rien dire, c'est un mot. Parler de la douleur avec son ou sa partenaire,
il suffit pas d'en parler non plus. Il faut qu'il y ait des actes. Et ces actes, c'est le câlin, c'est les caresses, c'est faire attention aux positions qui font mal à sa partenaire, adopter d'autres positions. Et on a aussi la chance d'avoir quand même euh, à la table de la sexualité, on a quand même, c'est quand même un immense buffet, hein, c'est quand même un grand mezzé libanais. On a beaucoup de, mais non, mais on a beaucoup de plats. Il y a des plats qu'on va aimer, il y a des plats qu'on va pas aimer, mais chaque plat va apporter du plaisir. Ouais. Et je pense qu'il faut, alors, c'est aussi, euh, et c'est aussi une façon pour le couple d'enrichir aussi sa vie sexuelle euh, et affective. Vous avez parlé tout à l'heure de caresses après les rapports. Est-ce que du coup, justement, il peut exister des douleurs post-orgasmiques après l'orgasme? Et du coup, comment on peut réagir face à ces douleurs? Alors, ça, c'est une excellente question parce que euh, c'est un problème qui est très mal vécu par les femmes et qui est fréquent. On dit souvent que l'homme, enfin, quand c'est pour les hommes, hein, pour l'homme, on dit souvent qu'après le rapport, il se tourne de son côté, il va dormir ou il va fumer une clope ou des choses comme ça. Euh, mais c'est un problème en fait extrêmement important. Il y a pas mal de femmes qui soit qui ont un mal pendant le rapport et puis la douleur ne s'éteint pas avec la fin de la pénétration, elle continue, mais il y a aussi des femmes qui ont mal après l'orgasme. Ces douleurs, elles sont dues à plusieurs choses. D'abord, l'endométriose, ça induit un état inflammatoire chronique au niveau pelvien. Et l'état inflammatoire, on peut faire la comparaison avec n'importe quel état inflammatoire. Quand on a une grosse angine, qu'on a mal à la gorge et qu'on a la gorge enflammée, on va avoir mal quand on mange, on va avoir mal quand on boit et la douleur, elle va rester après. Quand il a, voilà, donc c'est toutes les douleurs inflammatoires. Et ça concerne tout le pelvis. Ensuite, l'orgasme va lui-même entraîner des spasmes musculaires qui vont entraîner des tractions sur les lésions endométriosiques, des tractions sur les adhérences, qui peuvent aussi être générées par les mouvements pelviens ou les mouvements des organes génitaux pendant le rapport sexuel. Et c'est des douleurs qui sont à type de crampe. On sait combien une crampe fait mal. Enfin, tout le monde sait que un point de côté qui est une crampe s'apparente à une crampe du diaphragme, ça peut être douloureux. Donc, je dis ça parce que c'est important d'avoir des comparaisons pour les gens qui savent pas ce que c'est que la douleur de l'endométriose, parce que c'est vraiment des douleurs qu'on décrit classiquement comme un coup de poignard ou choses comme ça. Et il y a certaines femmes pour qui c'est vraiment ça. Donc, c'est important de comprendre ça, de ressentir un point de côté dans sa région pelvienne, ça fait vachement mal. Et donc, il y a ces douleurs qui continuent. Alors, comment on peut diminuer ces douleurs? Alors, comme je vous le disais, d'abord, il y a cette notion de caresse, de câlin, de tendresse aussi, qui va permettre d'être rassurée sur le plan psychologique et donc d'être moins anxieuse quant à la survenue de la douleur. Quand on est moins anxieux quant à la survenue de la douleur ne viendra pas aussi facilement. Quand on est anxieux par rapport à la survenue d'une douleur, quelque part, la douleur est déjà là. On est déjà à un seuil douloureux un peu plus élevé. On peut prendre la comparaison chez le dentiste. Si on a peur chez le dentiste et qu'on s'assoit dans le fauteuil en ayant déjà la hantise, dès que la fraise va s'approcher, si on est plus détendu, plus cool, plus rassuré, ça se passera beaucoup mieux. Donc, c'est cette notion d'ambiance
qui est extrêmement importante. Et quand c'est des douleurs qui surviennent après l'orgasme, là, on retrouve vraiment ce même contexte où c'est vraiment important que le ou la partenaire prenne la femme dans ses bras, la caresse. Les caresses, ce n'est pas que les préliminaires. On peut caresser des zones érogènes, le bras, l'intérieur du bras, euh, et ça entraîne quand même une sécrétion d'endorphine qui n'est pas rien, qui n'est pas rien. Et puis il y a la bouillotte qui est après ça marche pas toujours avec toutes les femmes, mais quand ça marche très bien. Une bouillotte tiède qu'on se met sur le pelvis et qui va permettre d'entraîner une vasodilatation par la chaleur. Vous savez que le froid, ça vous met les mains blanches, ça fait une vasoconstriction. Et la chaleur, ça fait rougir la peau, ça fait une vasodilatation. Cette vasodilatation, elle va ramener des choses qui sont... D'abord, ça va hydrater les tissus, les muscles, hydrater la muqueuse vaginale et la paroi vaginale. Et puis, le fait d'entraîner une vasodilatation, ça entraîne une augmentation de l'apport de ces neuromédiateurs qui sont les endorphines, l'ocytocine, tous les médiateurs de l'antalgie. Et aussi de diluer, enfin, c'est une image, mais c'est un peu ça, de diluer un petit peu tous les médiateurs du stress qui sont le cortisol, l'adrénaline. Et donc, on va arriver avec cette chaleur due à la bouillotte et puis cette présence de l'autre, on va avoir une action antalgique qui va être vraiment pas négligeable. Et puis, il y a un troisième point, dans les douleurs, quand les douleurs sont vraiment intenses pour certaines femmes, il y a un troisième point qui est la gestion d'un traitement antalgique, où on sait qu'il faut prendre son traitement antalgique 1h30 ou 2 heures, suivant la demi-vie des médicaments ou la durée d'action des médicaments, avant le rapport sexuel, de façon à ce que, à la fin du rapport sexuel, on ait un pic dans le sang en concentration de l'antalgique. Je ne donne pas d'antalgique en particulier, ça dépend vraiment après de chaque femme, mais ça, c'est aussi un point sur lequel on peut agir pour réduire ces douleurs post-orgasmiques qui sont à la fois douloureuses, peuvent être très douloureuses, et qui sont en plus extrêmement dommages parce que finir un rapport sexuel de façon douloureuse, c'est vraiment pas sympa. Voilà. D'accord, super intéressant de savoir ce qui est possible de faire et surtout de quelle façon ça agit pour bien comprendre justement les intérêts et pouvoir du coup essayer des choses. Effectivement, les caresses, la bouillotte, c'est vrai que la sensation de chaleur, moi je pensais que c'était vraiment une question de sensation, mais la sensation de la chaleur qui agissait. Mais en fait, c'est aussi tout un pareil, c'est toutes les réactions chimiques, le fait que du coup, ça permette effectivement une vasodilatation des vaisseaux sanguins. Et donc, du coup, finalement, si je comprends bien, ça stimule la circulation sanguine, donc ça fait passer plus vite aussi toutes les hormones du stress. Et à côté de ça, ça ramène plus vite aussi les Voilà. hormones Ouais. antidouleurs. C'est hyper intéressant ça de le savoir. Et puis effectivement, la gestion avec le traitement antalgique, même si on va pas se mentir, c'est quand même pas super pratique de se dire bon, alors il est quelle heure? Il est 16h, on y va. Enfin voilà, bon, ça c'est voilà, mais toutes les petites techniques sont bonnes, je pense. C'est pas, c'est vrai que ça a un côté comme ça un peu protocolaire, Ouais. un peu désagréable, mais si on pense qu'on va avoir un rapport sexuel, Non, non, mais je dis pas. Ouais, prendre un non, c'est comprimé intéressant. deux Oui, heures oui, non, avant, non, ouais, ouais, c'est... non, non, si, c'est un ensemble de choses. Et puis, comme vous disiez, de toute façon, les choses sont à essayer, à expérimenter. Et puis, En sachant que, alors les douleurs post-orgasmiques, elles sont un peu spéciales parce qu'elles sont dues à l'orgasme de la femme. ouais, Donc, c'est difficile de prévenir, sinon, il ne faut pas qu'elle ait de plaisir. Donc, ouais, il faut quand même avoir une stratégie pour ça, parce que c'est pas des douleurs évitables en changeant de position, tout ça. ouais, Et c'est c'est ça. vraiment des douleurs dommages, c'est des douleurs vraiment pas chouettes, parce que Ouais. on n'a pas à payer son plaisir, quoi.
Et l'autre truc de la vasodilatation et de la bouillotte, c'est que ça hydrate. Et quand on hydrate des muscles qui sont contracturés ou spasmés, ça permet de faire céder le spasme ou la contracture souvent. Hein. D'accord. Ok. Vous savez, quand on a des contractures chez les sportifs, on leur dit de boire beaucoup. Ah oui, oui, c'est vrai. D'accord. Ok. Alors du coup, justement, on a parlé un peu des partenaires. Est-ce qu'il est possible justement de venir avec son partenaire pour les justement en consultation, donc pour les aider à comprendre les problématiques justement de sexualité, de vie affective causées par l'endométriose. Et je vais recouper du coup avec une autre question. C'est qu'est-ce que ça peut apporter justement au couple de consulter un sexologue? Alors, c'est vraiment important. Je crois que c'est important. D'abord parce que l'endométriose, c'est une maladie de la femme, mais c'est une maladie du couple. Les deux partenaires sont partie prenante dans la gestion de l'endométriose. Ils en sont, je vous l'ai dit, ils en sont partie prenante dans la gestion des rapports sexuels, enfin dans la gestion. C'est pas un mot terrible, mais dans, dans l'arrangement de leur sexualité. Et donc, il y a une participation du partenaire doit aller jusqu'à la consultation. D'abord parce que je trouve que c'est pas à la patiente, c'est pas à la femme d'aller en consultation et de rentrer à la maison et de donner le message. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'a pas à être la messagère de ça, c'est un problème de couple. Et ensuite, il peut y avoir des incompréhensions ou des choses qui pourraient être mal transmises ou qui peuvent gêner la personne. Donc, je trouve que c'est assez important. Tout comme je pense que là où le partenaire d'une femme souffrant d'endométriose peut tout à fait l'accompagner à une consultation avec le gynécologue. Je ne parle pas pendant l'examen clinique, tout ça, mais venir en fin de consultation pour recevoir une information sur l'endométriose, ça me semble tout à fait normal. C'est s'informer sur la chose. Et donc, en sexothérapie de couple, c'est important de pouvoir expliquer aussi cette sexualité élargie aux deux partenaires et aussi important d'avoir le ou la partenaire parce que lui aussi, il a des questions ou elle a des questions. Ils ont des questions, ils ont des interrogations, ils ont des craintes. Eux aussi, ils peuvent avoir ils ont une insatisfaction sexuelle aussi qui peut naître à la fois du fait que eux ne peuvent avoir une sexualité qui est pas leur sexualité habituelle ou qui est pas euh, qui est un peu surprenante pour eux, qui doivent un peu faire des arrangements. Et donc, ils ont besoin aussi de conseils et puis ils ont besoin d'être aidés. Et puis, ils ont aussi des craintes à exprimer parce qu'ils ont des craintes de culpabilité eux aussi, sur est-ce qu'ils font mal, est-ce qu'ils font pas mal. Donc, je pense que c'est bien de consulter comme ça en couple. Et dernière chose, je pense que c'est bien qu'il y ait un tiers, une personne tiers, qui soit là pour les écouter, pour parler, pour les recevoir, et pour pas laisser le couple se débrouiller forcément avec ce problème de douleur et de maladie. Je pense que c'est bien qu'il y ait un tiers qui puisse recevoir les choses et faire un peu le tampon, même s'il y a de l'agressivité ou s'il y a on peut recevoir chaque personne séparément, seule, et puis en couple, et puis mais des fois il y a de l'agressivité. Et je trouve que c'est bien que ce tiers puisse pas forcément contre le partenaire ou la partenaire ou contre la femme malade, mais de l'agressivité contre la maladie, contre le sort, contre c'est pas juste, contre. Et je trouve que c'est bien. C'est un rôle que
que les soignants doivent assumer. C'est assez bien que les personnes puissent exprimer cette agressivité au lieu de l'exprimer sur leur conjoint, qu'ils l'expriment sur un tiers qui va leur répondre et qui a peut-être plus d'arguments de réponse et puis qui n'est pas concerné, donc qui va être moins touché moins se sentir touché par la chose. Ça veut pas dire on n'est pas insensible, loin de là. On n'est pas touché dans son existence propre, en tant que partenaire ou en tant que souffrant. Donc, on va pouvoir avoir des réponses euh, plus rationnelles. Voilà. Et l'autre, donc ça leur a permis d'exprimer quelque chose et d'être apaisé de l'avoir pu l'exprimer avec un tiers qui n'est pas partie prenante, qui ne vivra pas mal, qui ne renverra pas d'image négative et que ça n'angoissera pas pour la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je comprends bien. Ça, c'est Et, quelque chose d'assez et moi, j'ai important. une question du coup, donc au-delà de tous les enfin, j'imagine les techniques pour gérer justement les blocages psychologiques que ça peut induire sur la femme qui est atteinte d'endométriose, sur le ou la partenaire. Là, vous parliez du coup que c'était important pour les couples de trouver des solutions pour ne pas engendrer du coup de douleur pendant les rapports, de position. Vous avez parlé du coup de la sexualité enfin, de tout ce qui est apporté de demain maintenant pour pouvoir avoir une sexualité même en dehors de la pénétration, mais en dehors du coup de toute la prise en charge un peu psychologique. Est-ce que vous accompagnez les couples à trouver justement des techniques, à proposer des choses parce que c'est pas toujours évident de connaître des positions, de connaître du coup de tout ce qui est sextoy, tout ce qui est lubrifiant. Est-ce que vous accompagnez les couples dans tout ça en dehors de la prise en charge psychologique, de concrètement des solutions concrètes pour essayer d'avoir une sexualité épanouie avec cette endométriose? Alors, il y a, je vais pas avec eux. On va Ouais. pas avec eux, on va pas leur montrer les trucs. Mais je pense qu'on peut déjà parler de sexualité, c'est quelque chose qu'ils font rarement. Les soignants parlent rarement de sexualité de façon ouverte, de façon de caresse. Les sexologues en parlent facilement, donc ils peuvent tout à fait aiguiller, donner des conseils. Et puis il y a la partie qui peut être là, faire de la relaxation, qui peut permettre au couple d'exprimer des choses, de se détendre ensemble. Avec les couples, il y a des choses qui sont très intéressantes à faire en relaxation. C'est de passer justement par le corps pour qu'ils se parlent et par exemple de les faire se relaxer en se tenant la main et de les faire se concentrer sur la sensation de la main de l'autre dans la leur, des choses comme ça, ou de la main de l'autre sur leur ventre pour les femmes. C'est des choses qui vont permettre de concentrer l'attention, d'être dans le présent, dans l'ici et maintenant, donc de chasser là encore des idées parasites, de peur de la douleur. Alors ça, c'est des choses qu'on fait au cabinet et qu'on les invite à faire à la maison, tout seul, enfin ensemble, tout seul. Mais c'est des choses importantes parce que se concentrer sur le présent, sur l'ici et le maintenant, ça permet de se concentrer sur la caresse, sur le plaisir apporté par la caresse. Et d'évacuer les idées parasites de douleur. On travaille aussi sur la respiration pour ça. Donc ça, c'est des choses qu'on fait avec eux. Et puis, il y a des lectures. Moi, je conseille des lectures, des livres. Il y a des bouquins qui sont pas mal faits maintenant sur l'endométriose. Et puis, il y a des bouquins sur les caresses qui sont pas mal faits non plus. Je les adresse parfois à une masseuse. D'accord. Parce que souvent, on dit aux couples, pour redécouvrir leur corps, pour trouver d'autres sensations, voire parfois pour découvrir les zones érogènes chez l'autre. Ça a l'air facile à dire, ça. Mais c'est pas simple, les zones érogènes. Hein, c'est pas. Et si on les cultive pas aussi, les zones érogènes, on les trouve pas. Mais je veux dire à un couple, pendant les préliminaires, massez-vous l'un après l'autre, essayez de ressentir
l'autre, tout ça. C'est facile de dire ça, mais c'est pas forcément facile de le faire. Ouais. Et donc, c'est vrai que des fois, je les envoie en massage, des massages qui peuvent être massage ayurvédique, massage californien, massage bien-être, Ouais. pour qu'ils apprennent le massage. D'accord. Euh, et puis voilà, et puis les lectures, et puis la chose importante, voilà, pour répondre à votre question, c'est d'être là pour corriger toutes les idées fausses, toutes les fausses croyances, euh, et essayer de dépister des choses qui ne s'autorisent pas à faire ou qui ne s'osent pas, qui n'osent pas se dire l'un à l'autre quant à leurs envies, leurs fantasmes. Ça, c'est pas forcément facile en théorie, c'est facile, mais en pratique, c'est pas forcément Non, facile c'est pas de facile, dire ouais. à l'autre dans l'intimité, Ouais. bah, j'aime bien les caresses comme ça, j'aime Ouais. bien, Là, c'est un espace de euh, parole pour pouvoir vraiment. voilà. Ouais. C'est un espace de parole, mais qui doit passer par le corps, par la sensualité. Ouais. Voilà, il y a des choses qui sont en théorie très très faciles, mais dire comme ça, eh ben prenez la main de l'autre et avec votre main vous lui montrez ce que. C'est facile à dire, mais quand on Ouais. est tout seul face à l'autre, c'est pas évident ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Mm. Mm. Donc on est aussi là pour ça. D'accord. Et du coup, pour terminer sur les questions vraiment liées à la vie affective et sexuelle et l'endométriose, donc on a vu du coup que ça pouvait vraiment impacter tout cet aspect-là. En dehors d'une consultation, du coup, est-ce que vous avez des conseils, des tips pour comment en parler justement à son ou sa partenaire de tout ça? Je, alors, pour en parler, je pense il y a une chose qui est importante, c'est que les deux partenaires en parlent déjà. Que chaque partenaire en parle à l'autre partenaire. D'abord, je pense que c'est important euh, de parler dans trois dimensions, trois directions. Pour la femme qui souffre d'endométriose, il faut qu'elle fasse comprendre à son ou sa partenaire ce que c'est que la douleur. Pourquoi? Il faut qu'elle arrive en prenant des allégories, comme la crampe. Je vous ai pris l'allégorie de la crampe, l'allégorie de l'angine. Il y a des allégories comme ça qu'il faut vraiment utiliser pour que l'autre comprenne ce que c'est que la douleur, parce que c'est pas toujours facile de comprendre. Enfin, toutes les femmes savent bien quand elles ont des douleurs menstruelles que les réactions des autres, c'est pas toujours très sympa, quoi. Et que c'est pas forcément malveillant, mais c'est par méconnaissance. Et quand, quand on s'est pas penché sur essayer de comprendre ce que c'est par exemple, une douleur menstruelle qui remonte jusqu'au rein, jusqu'au lombe, on on n'imagine pas ce que c'est. On a le même problème avec les gens qui ont des migraines. Pour les migraineux savent très bien ce que c'est qu'une migraine, et les gens autour, ils voient qu'il a mal à la tête, mais ils ne se rendent pas compte de. Donc ça, c'est important que la personne se confie là-dessus et dise ce qu'elle ressent et sa douleur. C'est important aussi que la personne exprime ses craintes pour expliquer des fois ses réactions de culpabilité, ses réactions de retrait, ses réactions d'évitement par rapport à la sexualité. Et c'est important d'exprimer ses craintes sur le couple, sur la vie du couple, sur l'amour de l'autre, sur l'attachement, sur la peur de ne pas le rendre heureux, de ne pas la rendre heureuse. Et ça, c'est valable aussi pour l'autre. L'autre doit aussi savoir exprimer en quoi il peut ne pas être heureux dans sa vie sexuelle ou insatisfait. Parce que tout ça, toute cette discussion, ça va être le terreau en fait, c'est les cartes qu'ils mettent sur la table pour réaménager leur sexualité après. Et ça, c'est important. Et puis l'autre doit aussi confier ses craintes et rassurer sur la pérennité du couple, sur l'amour. Vous savez que le couple, c'est la sexualité, c'est l'engagement, c'est la complicité, c'est plein de choses, le couple. Donc, tous ces liens du couple doivent être cultivés aussi pour ne pas que
les discussions de couple ou la complicité du couple ne soient centrées par l'endométriose ou par la douleur. C'est important qu'ils aillent, s'ils aiment faire des expos, qu'ils aillent faire des expos ensemble. S'ils aiment la cuisine, qu'ils cuisinent ensemble, ou qu'ils aillent se faire des restos ensemble. C'est important qu'ils aient du plaisir aussi ailleurs. J'en reviens toujours à cette idée de l'ambiance de plaisir, de complicité, de plaisir à être ensemble, et de plaisir sensoriel qui peut être gustatif, qui peut être visuel par l'art, qui peut être intellectuel. Tout ça va mettre quand même une ambiance de plaisir qui va réduire l'impact des perceptions douloureuses et de la peur de la douleur. Et puis la troisième chose, c'est que une fois qu'il y a cet échange est fait, pour lequel, encore une fois, c'est pas mal qu'il y ait parfois un thérapeute qui soit au milieu pour hiérarchiser les choses, structurer un peu les discours ou prendre un peu dans la figure des ressentiments, mais aussi en donner une traduction et corriger des fausses croyances, des choses comme ça. Je pense que tout ça va amener au fait que les gens vont arriver à se trouver une sexualité et une sensualité et puis une vie qui est pleine de plaisir et pleine de rebondissements et de découvertes aussi, et de découvertes. D'accord, ben vraiment c'est très très intéressant, Philippe. Un grand merci parce que c'est un épisode qui est hyper riche en conseils, aussi concrets, en explications. Enfin, pour vraiment bien comprendre tout ce qui se passe du coup pour tout cet impact du coup sur la sexualité et la vie affective. Là, vous parliez de lecture justement. L'épisode de la semaine prochaine sera avec Marie-Rose Gallès qui a écrit justement plusieurs livres à ce sujet. Donc du coup, j'invite du coup ceux qui nous écoutent d'écouter aussi en complément l'épisode de la semaine prochaine sur ce thème. Je voulais vous dire aussi que sur Mapato, donc il y a aussi un ensemble de personnes du coup qui ont été recommandées, dont Philippe du coup pour la prise en charge du coup de tout ce thème de la sexualité pour l'endométriose. Et vous savez aussi que Mapato, ce n'est pas qu'un annuaire du coup de professionnels de santé recommandés, c'est aussi un fil d'actualité et d'informations sur les pathologies. Et du coup, Philippe nous a été vraiment sympa de nous faire 3 articles sur ce thème de la sexualité qu'on va publier du coup sur le site là dans la foulée de l'épisode. Donc si vous voulez aller plus loin sur le thème et puis du coup avoir un peu d'informations en plus, je vous invite du coup à venir lire sur le site ces articles. Voilà, donc écoutez Philippe, un grand merci. On pourrait en parler vraiment des heures de sujet. C'est vraiment très, très intéressant. Et puis, on n'a vraiment pas abordé que le volet vraiment sexualité. Sexualité, c'est toute la vie affective. Et on voit que c'est un ensemble, que, comme vous dites, c'est une ambiance, un climat et que ce n'est pas qu'un instant T, ça se cultive vraiment au quotidien. Donc, on a vu aussi l'intérêt de se faire accompagner, que c'est vraiment intéressant que si les gens commencent à y penser ou se poser la question, ou peut-être n'y avaient pas pensé, ça peut vraiment aider d'avoir une tierce personne qui invite, parce qu'il y a aussi plein de tabous à lever. Et il y a aussi, c'est intéressant d'avoir vraiment un intermédiaire qui accompagne, qui hiérarchise, comme vous disiez. C'est vraiment aussi intéressant de cet aspect. Donc écoutez, on va terminer l'épisode ici. Encore un grand merci du coup Merci à vous de m'avoir donné la parole pour pouvoir dire des choses que j'estime importantes à dire, que je dis en consultation et qui sont des choses importantes à faire comprendre et qui permettent à la fois de dédramatiser et puis d'apporter aussi des solutions aux gens, parce que c'est ça qui compte. Merci beaucoup. Très belle journée à vous tous. Merci encore. Et puis à très bientôt, Philippe. Bientôt. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store ou Play Store. C'est pratique, rapide et gratuit, alors vous n'avez plus qu'à foncer. Vous pourrez y retrouver des informations ou des professionnels de santé recommandés par d'autres patients pour toute pathologie chronique comme l'endométriose. Partagez également votre expérience en recommandant des soignants ou des ressources qui vous ont aidé pour votre pathologie.
Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.